c'est Clémentine et Lise, coach mindset et coach business, les hôtes du podcast de la loose. Si toi aussi t'en as marre de voir que des success stories sur Instagram sans jamais aucune ombre au tableau, c'est le podcast qu'il te faut. L'objectif ici, c'est de dédramatiser, désacraliser et relativiser les échecs pour enfin se lâcher la grappe. À travers des échanges sans langue de bois, on va te partager les galères des entrepreneurs comme toi et moi. Retrouve-nous tous les mardis pour un nouvel épisode et découvrir la vraie vie des entrepreneurs. Alors, prêt à kiffer l'échec ? Aujourd'hui, dans le podcast de la loose, on reçoit Delphine Goudy. Delphine est wedding planner et officiante de cérémonie laïque depuis 2016. Suite à une reconversion professionnelle, elle a lancé son activité en quête de liberté et d'épanouissement professionnel. Mais l'entrepreneuriat est loin d'être un long fleuve tranquille, surtout dans le domaine de l'événementiel. Bonjour Delphine, comment vas-tu ? Et bonjour Lise, écoute, je vais très bien, merci. Bonjour Delphine, aujourd'hui je vais commencer par te poser des petites questions. Si tu as déjà écouté le podcast, tu sais qu'on fait un petit jeu questions-réponses où il faut juste répondre oui, non, pas besoin de justifier, mais voilà, c'est histoire de nous mettre dans le bain, de se mettre à l'aise tranquillement. Est-ce que tu es prête ? Je suis prête. Parfait. Alors est-ce que tu as déjà envoyé un mail sans la pièce jointe ? Oui. Est-ce que tu as déjà posté une boîte à questions sur Instagram et eu 0 réponse ? Oui, je pense. Est-ce que tu as déjà fait une faute d'orthographe dans un mail, dans un post ? Oui. Est-ce que tu as déjà envié, jalousé, voire détesté une personne qui réussissait quand toi tu galérais ? Oui. Est-ce que tu as déjà eu le syndrome de l'imposteur ? Oui. Est-ce que tu as déjà pleuré par rapport à ton business ? Oui. Est-ce que tu as déjà eu envie de tout arrêter ? Tout arrêter, vraiment, je dirais pas ça comme ça, mais plus que le monde s'arrête, que j'ai le temps de faire les trucs que je voulais faire et que ça reprenne. Faire une petite pause là et puis... C'est ok, ça. très bien. Est-ce que tu as déjà remis en question tes choix, tes décisions ? Oui. Est-ce que tu as déjà perdu de l'argent dans une pub, une stratégie, un recrutement ? Oui. Et enfin, est-ce que tu dirais aujourd'hui que tu as tout le temps confiance en toi ? Non. Je sais pas si c'est possible, mais bon. Non, disais l'épisode précédent, c'est pas possible, donc c'est bien, mais c'est toujours rigolo. On attend la personne qui nous dira oui, et là, on l'interrogera un petit peu plus longtemps sur le oui. Ah, clairement, ouais, on veut bien ton secret, parce que... C'est ça, mais bon, c'est pas arrivé encore. Ok, donc Delphine, si on t'a invité aujourd'hui sur le podcast de la loose, c'est pour que tu nous parles de ton histoire, bien évidemment. Donc aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, sur Internet, etc., on voit partout que c'est facile de créer sa boîte et d'en vivre rapidement. Donc pour certains chanceux, les résultats sont là au bout de quelques mois. Pour d'autres, ça se compte plutôt en 2-3 ans, etc. Mais en fait, on parle jamais des gens qui s'accrochent, qui persistent durant des années, qui vivent des hauts, des bas, qui essuient des plâtres, qui se plantent et qui galèrent en fait. Et comme on l'a dit en intro, toi tu t'es lancé en 2016, donc à l'heure où on enregistre, ça fait 8 ans. Et pour le coup, ton activité, pour en avoir déjà discuté, elle est relativement fluctuante avec pas mal de hauts et pas mal de bas aussi. Du coup, est-ce que tu peux nous parler de ton évolution depuis le début, un petit peu, par quelles étapes tu es passé, quelles sont les galères que tu as rencontrées et tout ce que ton expérience peut nous apporter. Oui, bien sûr. Alors, donc moi, j'ai créé ma boîte en 2016. C'était une reconversion. Et déjà, j'avais... Bon, en termes de syndrome de l'imposteur et tout ça, on était au top. J'avais envie de me reconvertir parce que je voulais complètement changer de domaine et j'avais vraiment envie d'être en contact direct avec mes clients et de faire quelque chose qui ait profondément du sens pour moi et pour eux. Et avant de lancer officiellement ma boîte, j'ai quand même pris 1 an pour me former, pour commencer à rencontrer des prestataires. Voilà, j'ai eu l'impression de faire les choses bien, malgré tout. Et puis, je crois que quelque part, j'étais convaincue qu'à partir du moment où mon entreprise existerait, ça marcherait. Voilà, il n'y avait pas de raison, après tout. Et bon, maintenant, avec le recul, je dirais que globalement, entre 2016 et le Covid, j'ai un peu l'impression d'avoir été au bac à sable, quoi.
d'avoir testé des trucs, d'avoir vu ça marche, ça marche pas, d'avoir commencé, bon, forcément, à avoir mes premiers mariés. Là où j'étais hyper satisfaite, c'est que ça me plaisait vachement et être entrepreneur, c'est aussi faire, des millions de trucs en même temps et ça me plaisait vachement parce que typiquement avant, je m'ennuyais. J'étais dans un poste salarié où globalement, j'ai toujours trouvé que pendant les premiers mois, tu montes en compétences et puis après, tu as l'impression de faire toujours la même chose et moi, j'étais très frustrée de ça. Donc là, en me lançant dans l'entrepreneuriat, ça me permettait de faire plein de trucs et d'être en contact avec plein de gens. Donc en termes de satisfaction personnelle, c'est le top. Après, il y a, à la fin de chaque année, quand tu fais le bilan comptable, tu te dis: «Ouais, c'est top, mais pas top, en fait». Il y a encore du boulot et c'est vrai que dans cette période, bon, il y avait forcément des hauts et des bas, mais j'étais hyper contente de ce que je faisais. Pourtant, il y avait un parallèle qui était, en termes de chiffre d'affaires, c'est quand même pas fou. Donc après ces premières années, il y a eu le Covid. Bon, pour l'événementiel, le Covid, forcément, ça a beaucoup de conséquences. Et oui, Lise, tu le sais, bien sûr. Et donc, bah, pendant 2 ans, j'ai travaillé au ralenti, sur ma boîte. À un moment, j'ai même repris, un CDD quoi, à la fois pour m'occuper et pour gagner de l'argent. Et puis, par contre, ça m'a permis de prendre du recul et de me dire: «Non mais là, ça fait quand même, plus de 3 ans». Moi, je me souviens quand je m'étais lancée, on m'avait dit, une entreprise, faut au moins 3 ans avant de pouvoir se dire si elle marche ou pas, machin. Bon, là, ça faisait plus de 3 ans et j'arrivais toujours pas à me tirer un salaire tous les mois, tout ça. Donc cette période de Covid, ça m'a vraiment permis de prendre du recul, d'essayer d'analyser tout ce que je faisais et de comprendre, bah, comment je pouvais, améliorer tout ça, en fait. Et donc en 2022, je m'étais dit: «Il faut que je me trouve un accompagnement, quelque chose pour reposer toutes les bases de mon business» et finalement, j'ai eu un peu l'impression en 2022 de recréer ma boîte. Et bah, j'ai découvert, Aline de The Bee Boost et je me suis inscrite à la BSB Academy et là, j'ai découvert un monde, quoi. Et ce qui est hyper paradoxal, c'est que j'ai pas du tout l'impression d'avoir lancé ma boîte en 2016 en faisant n'importe quoi. Je veux dire, j'ai suivi des formations en création d'entreprise, j'ai été accompagnée, enfin, j'ai fait une formation sur toute la partie commerciale et tout. J'avais l'impression d'avoir fait les choses bien. Et puis quand j'ai découvert tout ce que Aline nous a présenté, je me suis dit: «Waouh, mais en fait, j'avais rien vu, quoi». Enfin, donc en 2022, j'ai eu l'impression de recréer ma boîte et là, j'ai mis beaucoup plus d'intention, en fait, dans toutes les actions que je faisais. Bon, on va repartir de la base, faire des interviews de ses clients. Bon, bah, ça, j'avais jamais entendu parler de ça avant 2022, quoi et quand j'ai compris le truc et la puissance du truc, je me suis dit: «Ah ouais, en fait, ça peut tout changer». Enfin, là, maintenant, avec le recul, je me dis: «C'est tellement évident», mais en même temps, à l'époque, bah, c'était une révélation, quoi. Donc en 2022, c'est vraiment la première année où, mon chiffre d'affaires, il a commencé à augmenter et où, j'ai commencé à prendre conscience de ce que c'est qu'une vraie stratégie globale, ce que c'est qu'une vraie stratégie de com. C'est l'année où j'ai commencé vraiment à me dire: «Bon, bah, Insta, je peux l'utiliser et je peux, enfin, je me suis donné des objectifs, tu vois, d'être présente en story très régulièrement, d'interagir avec ma communauté, enfin, des trucs qui paraissent évidents, en fait, quand tu le dis et quand tu as compris la logique de ce que tu fais, mais que jusque-là, je faisais pas, quoi. Et donc là, aujourd'hui, on est en 2024. J'ai l'impression alors depuis que j'ai créé ma boîte, j'ai toujours eu l'impression à chaque fin d'année que, j'avais énormément évolué par rapport à l'année d'avant. Donc ça, c'est toujours hyper satisfaisant. Heu, pour autant, il y a toujours plein de challenges. Ça a pas changé. Et bon, aujourd'hui, j'ai quand même pas, un salaire qui est, évident chaque mois, enfin voilà, ça reste pour moi l'entrepreneuriat, ça reste un challenge. Alors je sais que fondamentalement, c'est aussi ça qui me plaît dans l'entrepreneuriat, c'est d'avoir du challenge, de jamais m'ennuyer. Ça c'est bon, l'ennui, j'ai oublié, c'était dans ma vie d'avant. Et aujourd'hui, je sais, j'ai pris conscience en 2022 grâce à la formation d'Aline, en termes, je dirais opérationnels, vraiment de plein de choses que je pouvais mettre en place. Et ensuite en 2023, j'ai découvert le coaching. Et là, je me suis rendu compte de, l'impact du mindset aussi
sur l'entreprise. Alors, aujourd'hui, je dirais que j'imagine qu'on peut se faire coacher toute sa vie et qu'on aura toujours plein de choses on pourra toujours évoluer sur plein de choses. Malgré tout, quand je regarde, ne serait-ce qu'il y a 1 an, à quel point j'ai évolué sur cette dernière année, je me dis: «Waouh, mais qu'est-ce qui va se passer après? Ça va être dingue, quoi». Voilà. Enfin, du coup, quand je regarde en arrière, c'est vrai que pour moi, l'entrepreneuriat, c'est un challenge hyper intéressant, qui s'arrête jamais. Et à chaque fois, je suis convaincue qu'on peut aller plus loin et que ça va être encore mieux après. Donc c'est pour ça que je continue. Génial. Est-ce qu'on peut revenir du coup sur la première partie, donc la partie avant Covid pour le coup, parce que Ouais. tu as spécifié donc que tu avais suivi des premières formations sur la création d'entreprise, etc. Mais que tu n'as découvert que l'aspect, on va dire, plus marketing, communication et un peu plus opérationnel en 2022. Donc dans cette période, dans ce laps de temps-là, comment tu faisais en fait pour trouver des clients? Qu'est-ce que tu avais mis en place du coup? Qu'est-ce que tu n'as pas fait, que tu aurais pu faire, etc. Est-ce que tu as du recul là-dessus? Alors, avant de lancer ma boîte, c'était hyper important pour moi, par exemple, d'avoir un site internet. Pour moi, c'était une évidence et donc j'ai fait mon premier site internet et puis bon, vu que ma formation initiale, c'est, ingénieure, tu vois, je me suis dit: «Je vais faire mon site internet toute seule. Il y a pas de raison, je sais faire, je peux le faire, quoi». Je le faisais, hein, je l'ai fait. Il faisait un peu le job, un peu. Donc c'est vrai que pendant les premières années, mon site, enfin encore aujourd'hui d'ailleurs, il évolue toujours énormément parce que, bah, il y a plein de questions de base que je m'étais pas posées, quoi. Bon, mes premiers mariés, je les ai trouvés, grâce à des gens que je connaissais. Heu, donc j'avais mis en place mon site, j'avais commencé à communiquer, sur Facebook. Heu, je pense que Facebook ne m'a apporté aucun client. Après, ça me permettait de développer la partie, plus, réseau de prestataires, en fait, d'être sur Facebook. Et ensuite, en termes de, méthode de développement, bah, j'ai beaucoup été à des, soirées réseau et ça, c'est pareil, avec le recul, je me dis, bon, je pense que c'est important au début de faire des expériences et de tester des trucs, mais j'y allais, limite en me disant: «Il faut absolument que j'y aille, mais ça me fait chier». Bon, bah, ça marchait pas du coup. On va pas se mentir, d'un côté, c'est cohérent. Voilà, après, c'est vrai qu'il faudrait que je reprenne, je pense que la plupart des mariés que j'ai trouvés au début, c'était par des personnes qui me connaissaient, soit dans le milieu pro, soit dans le milieu perso, en fait. Beaucoup, par recommandation et il y en a beaucoup, ils découvraient que j'étais sur les réseaux sociaux après coup, tu vois? Ouais, donc au début, OK. c'était, ouais, c'était très, 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 très fluctuant au final. Enfin, tu avais pas, une source où tu savais que tu allais avoir des clients qui viennent de façon assez régulière, en tout cas, grâce Ah à ta clairement, communication ou autre, quoi. clairement, non, au début, puis enfin, c'est cohérent aussi, si tu veux. Je me dis, j'avais mis en place tellement peu de choses à la base que c'était normal que les clients, ils me trouvent pas. Un exemple, moi, dans les choses qui étaient importantes pour moi, il y avait le fait de travailler en local et enfin, de travailler avec des entreprises locales et typiquement de travailler avec des mariés qui habitent potentiellement pas très loin de chez moi. Et en fait, bah, au départ, quand je me suis enregistrée sur, Google My Business, j'avais pas mis le point précis où j'étais. Donc, bah, c'était hyper incohérent parce que du coup, sur Google My Business, tu voyais la zone de chalandise hyper large, alors que mon objectif, c'était d'avoir des gens à côté, quoi. Et du coup, justement, pour rebondir sur ce que tu disais, où du coup, quand tu t'es lancé, tu avais cette croyance de je vais lancer ma boîte et en gros, les gens vont venir à moi. Ça t'a pris combien de temps pour réaliser que c'était pas forcément le cas et qu'il fallait faire des efforts pour aller chercher des clients? Alors ça m'a mis combien de temps? Je sais pas trop dire. En fait, je pense j'ai analysé un autre truc récemment, c'est que, en 2016, j'ai eu, ma fille aussi, qui est née en 2016 et parmi, je pense, les autres arguments qui font que, j'étais pas bien en tant que salariée, c'est que je trouve que c'est très difficile d'être, parent et d'être salarié, que ça te met une énorme pression, en fait. Enfin, moi, je sais que, à partir de 17h, quand j'étais salariée, je me disais: «Putain, il va falloir que je parte bientôt, j'espère qu'il y a pas trop de bouchons, j'espère que je vais pas arriver en retard à la crèche». Enfin et en 2016, donc j'ai créé ma boîte et j'ai eu ma fille et pour moi, les 2 projets étaient hyper importants. Pour autant, avec le recul, je pense que, je me disais:
c'est pas grave si ma boîte, elle démarre pas trop vite, parce que de toute façon, je veux quand même passer du temps avec ma fille tant qu'elle est bébé, quoi. Ça, je commence à m'en rendre compte aujourd'hui, mais à l'époque, bon, je te l'aurais pas dit comme ça, je pense. Ouais, donc il y avait un blocage déjà, enfin, un blocage, un frein mindset de juste j'ai pas tant envie que ça marche de façon un peu Clairement. inconsciente parce que j'ai envie de m'occuper de mon enfant, c'est tout aussi important, voire plus que mon business. Donc si ça marche pas, d'un côté, ça m'arrange parce que j'ai du temps pour ma fille, quoi. Ouais. Ok. Ouais. Ah, c'est intéressant, même si le recul, il vient que maintenant, évidemment, mais c'est intéressant de se rendre compte que ah ouais, peut-être qu'en fait, j'ai pas mis tous les moyens, mais en plus, c'était plus ou moins volontaire quand même. Ouais, c'est ça. Bah, je me souviens que, il y a pas très longtemps, justement, grâce à un travail de coaching, je me suis rendu compte que, dans ma tête, j'avais pas, mis à jour, entre guillemets, l'âge de mes enfants. C'est-à-dire que, bah, aujourd'hui, bon, ben, ma fille, elle est née en 2016, donc aujourd'hui, elle a 8 ans. Elle a pas les mêmes besoins que, en 2016. Et donc, typiquement, maintenant, quand j'arrive trop tôt à l'école, elle m'engueule, quoi. Alors que moi, j'étais restée sur, il faut que je vienne tôt, faut pas qu'elle reste trop longtemps, elle a besoin de moi. Bah, en fait, non, elle fait sa vie. Vas-y, maintenant, tu peux aller travailler. J'imagine le conflit interne que tu dois avoir. Bah, en fait, c'est perturbant, mais d'un côté, c'est presque, t'as l'impression que elle te donne l'autorisation d'aller travailler, tu vois. Enfin, tu te dis, ok, en fait, ouais, je peux travailler. En fait, mes enfants peuvent faire plein de trucs tout seuls. Et donc maintenant, je lâche du lest et je me reconcentre sur moi. Et c'est vrai que je pense que en tant que maman, alors, je pense que tout le monde vit la maternité différemment, mais moi, en tout cas, quand mes enfants étaient vraiment petits, je vois à quel point je n'étais pas ma priorité, quoi. Et enfin, sur des trucs très cons que toutes les mamans vont te dire, c'est bah, tu vas pas prendre ta douche parce que là, ton bébé il fait ça, et puis ensuite tu vas pas dormir parce que là, ton bébé il fait ça, et puis en fait, tu manges jamais, tu te douches jamais, tu dors jamais. Enfin, c'est trop cool, quoi. Bon. Faites des Et gosses, ben, qu'ils disent. Ça donne envie, hein. ouais, je sais, ça fait rêver. Mais c'est vrai que moi, je sais que dans mes priorités, j'ai vraiment réalisé qu'à un moment, bah, j'étais la dernière des priorités une fois que tout le monde, j'avais géré tout le monde à la maison, quoi. Et là, tu te dis, bah, pas étonnant que mon business, il puisse pas avancer si jamais j'écoute ce que je veux moi, quoi. Mais au bout d'un moment, ça commence à faire le chemin dans l'autre sens. C'est rassurant. C'est rassurant, mais c'est quand même ta fille qui a dû te donner l'autorisation pour que ça fasse le chemin dans l'autre sens. Vas-y maman, là, allez, va travailler, là, t'es chiante, laisse-moi Allez, vivre ma maman, vie. tu me saoules. Je sais pas si on parle de préado à 8 ans, mais maintenant je sais plus, je sais pas où on en est, hein, mais ça promet de belles années. Là, tu vas avoir du temps devant toi pour travailler, je pense, et pour prendre du temps pour toi. Ah, mais c'est clair, ce sera une autre ambiance. Ouais. Non, mais en tout cas, c'est cool si, voilà, maintenant la tendance s'inverse pour prendre du temps pour toi, en général, que ce soit perso, et dans le pro, évidemment, pour réfléchir de nouveau au business et peut-être à des actions à mettre en place pour aller chercher le client un petit peu plus facilement que d'amour et d'eau fraîche comme peut-être les années avant Covid. Et est-ce que tu as su aussi identifier potentiellement, tu nous as parlé du syndrome de l'imposteur que tu as eu au début, est-ce que tu as eu d'autres blocages mindset ou des croyances qui t'ont freiné justement dans les premières années, outre donc ce que tu viens de dire vis-à-vis de tes enfants? Alors oui, je pense que le plus gros, blocage, c'était, bah, sur la partie, vendre, genre, je sais pas vendre, Je me souviens d'un rendez-vous que j'ai fait avec des mariés où, ils me demandaient des trucs que je ne voulais pas faire et ils insistaient vachement et je leur disais: «Bah, ouais, mais ça a pas de sens. Si je le fais, ça sera enfin, si moi déjà j'ai pas envie de le faire, ça sera mal fait, donc forcément ce sera pas convaincant, donc forcément vous voudrez pas signer». Enfin, donc ça, je me souviens très bien de cette personne en particulier. Après, je me souviens aussi que des fois les mariés, ils me posaient des questions et je me disais: «Et pourquoi ils posent cette question? Je comprends pas. En fait, ils ont rien compris de ce que je fais». Et c'est vrai qu'avec le recul, des fois, je me dis: «Bah, il y a des mariés qui ont signé avec moi». Enfin, tu vois que la connexion, elle se passe à un autre niveau, quoi. Des fois, je me dis: «En fait,
il y a très peu j'ai eu très peu d'arguments, convaincants pour eux et finalement, eux, ils ont cru en moi bien plus que moi je croyais en moi à ce moment-là, tu vois? Après, il y a aussi un autre truc, hem, dont j'ai pris conscience, c'est qu'au départ, sur tous les rendez-vous, justement, je cherchais des arguments hyper rationnels et typiquement, bah, sur tout ce qui est organisation de mariage, je parlais vachement de respecter le budget, de respecter le planning, de faire des suivis, tout ça et à un moment, je me suis aperçue que les mariés, il y en a plein qui en avaient rien à foutre, en fait. Qu'à partir du moment où moi j'étais là, bah, ils considéraient que moi j'allais faire ça, mais eux, ils voulaient faire les trucs sympas, quoi. Ce qui est logique, en même temps. Et là, aujourd'hui, je comprends beaucoup plus à quel point c'est le côté émotionnel qui vend. Enfin, je veux dire, t'achètes parce que tu crées une connexion, beaucoup plus que parce qu'il y a un argument de ça va être bien fait, ça va être machin, ça va être tout carré. Ouais, en fait, on s'en fout que ce soit tout carré. C'est pas ça qu'on cherche, quoi. Et ça, tu vois, c'est très lié à, je dirais, mon développement personnel aussi. Enfin, j'ai fait des études d'ingénieur, tu vois, j'ai toujours été dans un côté hyper rationnel, hyper carré, hyper machin. J'ai grandi dans une famille où globalement l'émotionnel, on n'en parlait pas trop. Et donc aujourd'hui, bah, je découvre que l'émotionnel, c'est important à beaucoup de dans beaucoup de champs, quoi. Bah, surtout quand on parle de mariage, j'imagine que tes clients, tes mariés veulent le meilleur jour de leur vie, etc. Et ils seront peut-être plus sensibles à des arguments justement émotionnels que à des choses hyper carrées. Je pense que s'ils font appel à une wedding planner, une organisatrice de mariage, etc., c'est pour que justement tout le côté préparation, organisation, eux ils s'en foutent de ça tant que c'est fait et que le résultat est là et qu'ils vivent des super émotions et qu'ils passent une super journée avec leurs proches, etc. C'est tout gagné pour eux. Mm. Ouais, ouais, c'est clair. Voilà, il y a pas longtemps, il y a un de mes mariés, il me dit, je lui demandais s'il était stressé le matin du mariage. Il me dit: «Bah, j'étais un peu stressé, mais en fait, une fois que j'ai vu que tu étais là, c'était bon». Et là, je me suis dit: «Waouh, quel pouvoir!» Mais finalement, c'est ça, les mariés, ils viennent me voir parce qu'ils veulent quelqu'un qui gère. Après, comment tu le gères? Ben, ils vont être plus ou moins, pointilleux sur ça, mais globalement, à partir du moment où ils sont en confiance avec toi, c'est bon, quoi. Ouais, ils veulent pas avoir de questions à se poser sur, je sais pas, le buffet, l'arrivée des invités et cetera. C'est juste, ils veulent passer un bon moment, passer une belle fête, profiter des invités autant qu'ils peuvent et puis, oui, le technique, ils s'en foutent un petit peu finalement, si c'est géré, c'est au contraire, ils payent pour que ce soit géré et surtout ne pas y penser, mais c'est ça. Mais c'est pas évident de prendre en compte l'émotionnel, surtout quand on n'a pas eu l'habitude de se confronter, enfin de savoir, c'est quoi une émotion, qu'est-ce qui se passe, son rôle dans la prise de décision, et cetera. C'est sûr que ça s'invente pas du jour au lendemain, mais et pourtant toutes nos décisions sont émotionnelles. C'est ça qui est assez rigolo d'ailleurs. Mais c'est bien si déjà t'as fait ce chemin aussi. Ah oui, oui, et puis, tu vois, moi, j'ai 2 activités. J'ai la partie wedding planner et la partie, cérémonie et bah, une cérémonie, c'est hyper émotionnel, encore plus, tu vois? Et donc, bah, je disais que c'était pas forcément évident pour moi de communiquer sur la partie, cérémonie parce que justement, c'est une autre façon de communiquer. C'est beaucoup plus facile de dire: «Je vais suivre le budget et tout ça», que de dire: «Je vais créer votre émotion et ça va être vraiment votre cérémonie», tu vois? Et bah, ça m'implique vachement plus aussi dans le truc, enfin, Bah, tu obligé de créer un lien, j'imagine, avec les mariés, justement, essayer de les connaître un petit enfin, c'est un lien plus puissant que juste client et professionnel, je trouve. Enfin, quand tu vas parler du mariage, et cetera, c'est vraiment enfin, l'idée que je m'en fais, oui, c'est qu'il va falloir créer un lien, de confiance et ça va passer par, de la vulnérabilité aussi, je pense, de chaque côté, de pouvoir, bah, préparer la cérémonie de leurs rêves. exactement. Et puis même d'un point de vue purement marketing et communication, tu as mis le doigt sur quelque chose de hyper intéressant, c'est comment communiquer sur de l'émotionnel. Parce que, ok, le côté rationnel, c'est très bien parce que on peut facilement expliquer par A plus B comment tu vas t'organiser, qu'est-ce que tu vas mettre en place, etc. Et du coup, les gens peuvent vraiment comprendre ce que tu fais. Par contre, expliquer comment tu vas amener de l'émotion dans leur cérémonie, comment ils vont vivre ce moment, etc., c'est beaucoup moins facile pour toi et du coup beaucoup moins palpable et concret pour tes potentiels clients. Et c'est là où c'est
l'art de la communication, de transmettre ce genre d'émotions, etc. Mais c'est hyper intéressant. Et si tu communiques sur A pour vendre B, ben, ça marchera jamais, ou inversement. Donc c'est un point hyper essentiel que tu as réussi à mettre en évidence. Et donc du coup, jusqu'au moment où tu comprends donc que il faut que tu changes un petit peu ta manière de communiquer, etc. Est-ce que tu peux nous dire un peu plus concrètement, d'un point de vue chiffre, ce que ça peut représenter entre le début de ton activité jusqu'au Covid, l'évolution que tu as eue, plus ou moins, pour que les gens puissent percevoir plus ou moins comment t'as évolué? Bah, globalement, en termes de chiffre d'affaires, tu vois, hem, mmh, on va dire que j'ai dû quasiment le multiplier par 3 entre, 2019 et 2022, quoi. Ah Après, ouais. clairement, en 2019, j'étais à 5 000 à 6 000 € de chiffre d'affaires, hein. Ok. Donc, Oui, mais t'as quand même fait un on x3 partait de parce que t'as loin. compris, voilà, t'as compris tes petites erreurs et t'as commencé à mettre en place les bonnes actions et t'as triplé ton chiffre d'affaires, quoi. Oui, oui, oui. Ouais. Puis Comme quoi, le après, marketing, c'est j'ai cool, quoi. bah, comme quoi, il y a quand même des trucs qui marchent, hein, il y a pas de secret. Non, puis après, bah, j'ai augmenté mes prix, enfin, il y a aussi qu'à un moment, tu te rends compte que, ben, là, quand même, ça fait 8 ans, donc tu peux quand même voir que tu as une vraie expérience derrière toi et que si tu avais un petit syndrome de l'imposteur, il y a un moment, tu relis les commentaires de tes clients, tu te dis: «Non, mais en fait, c'est vrai, je sais faire. Puis je le fais bien, ils sont tous contents, c'est quand même plutôt un bon signe». C'est clair. Et du coup, tu nous disais, tu as eu aussi pas mal de déclics, justement, mindset, parce qu'il y a eu tout ce qui est, marketing, organisation, enfin, reprendre les bases, tu nous as dit. Mais tu as eu des Mmh. déclics, mindset. C'était par rapport à quoi? Donc par rapport au syndrome de l'imposteur, donc voilà, se refocus un peu sur tes propres capacités. Mais il y a eu quoi d'autre, comme, gros déclic? Ah bah, il y a tout ce qui est, rapport à l'argent, par exemple, parce que, je me suis rendu compte que depuis en fait, depuis toujours, j'ai toujours considéré que j'étais beaucoup trop payée par rapport à ce que je faisais. Mais pour donner un exemple, je me souviens très bien que quand j'étais, en primaire, genre en CM2, il y avait une amie de mes parents qui m'avait demandé de ramener leur fille de l'école jusqu'à son magasin et ça voulait dire sortir de l'école, traverser la rue et passer devant 3 magasins, quoi. C'était, 50 mètres à pied, hein. Et à l'époque, je crois que j'étais payée genre, 10 francs par semaine et je me disais: «Mais en fait, pourquoi elle me donne autant d'argent pour juste traverser la rue?» Et enfin, c'est quand même drôle parce que je me suis rendu compte que tous les moments dans ma vie où j'ai eu de l'argent, je me suis dit: «C'est bizarre qu'on me donne autant d'argent pour faire que ça, quoi». Bon, alors forcément, quand tu crées une entreprise sur cette base-là, genre, bah, c'est bizarre qu'on me donne autant d'argent pour organiser un mariage parce qu'en fait, je trouve ça vachement sympa d'organiser un mariage. Ouais, alors ça me prend quand même un certain nombre d'heures, tout ça. Bref, donc ça, il y a eu un très, très gros travail et je pense qu'il est pas fini, hein, sur l'argent, sur aussi, bah, gérer de combien j'ai besoin et de combien j'ai envie, en fait, en termes d'argent. Ça aussi, parce que, bah, rationnellement, si tu prends de combien tu as besoin pour vivre, c'est pas la même chose que de combien tu as besoin pour vivre épanouie et avoir l'air heureuse dans ta vie, quoi. C'est clairement pas la même chose. Et puis aujourd'hui, il y a, enfin ouais, je me souviens, quand j'ai à un moment, il y a longtemps, quand j'ai créé ma boîte, on m'avait expliqué: «Bon, bah, tu fais le calcul de toutes tes charges, machin et tu en déduis, combien tu vas être payé». OK. Et après, il y en a d'autres qui me disaient: «Non, mais tu fais un calcul dans le sens inverse en disant combien tu as envie de gagner et puis à partir de là, tu déduis, à combien tu vas mettre tes prestations». Là, j'étais là: C'est bizarre, j'aurais jamais pensé à faire le truc dans ce sens-là, en fait. Pourquoi je fais ça?» Et bah, c'est clairement, par rapport à un seul sujet, prendre du recul et l'observer d'un autre côté et tu te rends compte que, ben, en fait, pourquoi tu es toujours resté à gauche alors qu'il fallait regarder à droite, quoi? Et enfin, ouais, le coaching, moi, je sais que ça existe depuis le début de mon aventure entrepreneuriale, on va dire. Pour autant, au début, je comprenais pas du tout ce que ça faisait, quoi. Et puis, j'ai rencontré une coach et j'ai parlé avec elle et je me suis dit: «Waouh, en fait, c'est hyper puissant». Voilà, donc maintenant je suis 100 convaincue, hein, un coach, ça peut te changer la vie.
Oui, puis je pense aussi à l'époque où tu as lancé ta boîte, donc en 2016, enfin dans ces années-là, le coaching n'avait pas non plus autant explosé que ces dernières années. Oui, 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 c'est sûr. Oui, mais en tout cas, c'est bien d'avoir des bons retours sur les coachs quand même. Voilà, on n'est pas tous des pourris, on peut vraiment vous faire avancer, genre. Non, mais c'est génial et puis en soi, comme tu dis, c'est juste des fois, c'est pas si compliqué, c'est juste, regarder la situation, d'un autre point de vue, d'un autre angle d'attaque et de se dire: «Ah oui, en fait, ça, c'est possible». Parce que finalement, ce que tu nous dis Mmh. là sur l'argent, c'est tout bête, en fait, de se dire: «En fait, je vais partir de ce que j'ai envie de gagner pour pouvoir, voilà, me faire des voyages, profiter de ma famille, peu importe ce qu'on a envie de faire de notre argent» et c'est beaucoup plus intéressant, enfin, beaucoup plus stimulant, je trouve, que de se dire: «Alors je paye ça, 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 ça. OK, comment je fais pour rembourser mes charges? Et allez, peut-être je peux mettre un petit surplus histoire de dire», mais il y a pas la même démarche, je trouve, quand effectivement, quand tu fais dans un sens ou dans l'autre. Mais comme quoi tu changes un tout petit peu ton angle de vue et ça change beaucoup de choses. Mmh. Oui, Trop c'est bien. impressionnant, je trouve l'impact que ça peut avoir, et je pense que c'est typiquement un sujet sur lequel tu peux pas travailler tout seul, en fait. Ça aussi, c'est une de mes prises de conscience, mindset. Bon, en même temps, enfin, moi, comme j'étais salariée, je m'ennuyais. Donc je me suis dit: «Je vais devenir entrepreneur, comme ça j'aurai 10 000 casquettes, donc je m'ennuierai plus». Bon, ce qui est le cas, je m'ennuie plus. Mais, accepter aussi que, bah, finalement, tu peux aussi laisser quelqu'un d'autre faire certains trucs pour que toi, tu te concentres sur, là où tu es vraiment doué, c'est hyper intéressant. Enfin, ça te fait évoluer beaucoup plus vite. Et du coup, justement, pour parler de la deuxième partie, on va dire, de ton activité, donc post-Covid, quand tu commences à comprendre les rouages, que tu mets en place les bonnes choses, etc. C'est un petit peu la même question que je t'ai posée tout à l'heure, justement. Qu'est-ce que tu as mis en place de plus pour attirer des nouveaux clients? Quelles ont été un petit peu, d'un point de vue opérationnel, toutes les actions que tu as mises en place pour pouvoir développer ton activité et tripler ton chiffre d'affaires? Hem, alors je pense que la première action que j'ai mise en place, c'est vraiment, de faire un suivi de tous les prospects et de voir par où ils arrivaient, de voir, combien j'en signais, suivant les canaux par lesquels ils arrivaient, et de, vachement plus travailler justement sur, où est-ce que c'est le plus rentable de mettre mon énergie. Hein, il y a pas de secret, hein. Voilà, bon, je sais qu'aujourd'hui, la recommandation, c'est quand même ce qui marche le mieux pour moi. Alors c'est marrant parce que j'ai créé donc un réseau de prestataires de mariage. Au départ, je pensais même pas à ça. C'est avec le recul que je me suis dit: «Ah, en fait, c'était hyper stratégique». Au C'est-à-dire départ, que j'ai dans créé le l'asso que tu as créé du coup, avec Jérôme, petit peu coucou au passage, s'il nous écoute, vous l'avez créé juste dans le but de rassembler, fédérer, juste des professionnels du mariage, mais sans forcément penser, peut-être que derrière on peut faire du business et cetera? bah, en fait, on l'a créé, le 1 la première chose qu'on s'est dite, c'est, suite au Covid, il y avait plus du tout de réunions de prestataires de mariage en présentiel. Donc nous, on avait envie de remettre ça, et on avait, enfin, moi, je sais que, pour créer des relations avec des gens, j'ai besoin de les voir en vrai, quoi. La visio, c'est bien un temps, mais, si tu veux aller sur une vraie relation avec quelqu'un, il faut que tu le vois en vrai. Et donc, il y avait cette base-là, il y avait vraiment l'idée de, se rencontrer régulièrement pour mieux se connaître, et ensuite pour créer des projets ensemble et pour mieux travailler ensemble. Et évidemment, quand on a dit ça, il y a un objectif business derrière, mais je veux dire, moi, en tant que wedding planner, bah, mon objectif, c'est quand même de connaître un maximum de prestataires pour toujours avoir la solution à proposer à mes mariés. Et aujourd'hui, dans l'asso, clairement, ça m'aide à faire ça, quoi. Mais c'était pas hyper, intuitif au départ. Enfin, c'était pas un objectif en soi au départ de me dire: «Bon, bah, c'est bien, si je crée l'asso, ça va me faire gagner du temps sur d'autres trucs». Puis maintenant, je commence à me dire: «Ah ouais, c'était une bonne idée». Sur un malentendu, Non, mais c'est marrant quand même. Après, clairement, créer l'asso, et donc, organiser des événements pour les prestataires, c'est un truc que j'adore. Et il y a ça aussi qui fait que, bah, si c'est un truc que tu fais hyper naturellement et que tu aimes faire, tu vas y aller, et puis ensuite tu vas réfléchir en te disant: «Ah mais en fait, ça valait le coup» ou pas d'ailleurs. Peut-être que dans d'autres cas, ça aurait pas valu le coup, mais Là, le fait est que ça valait le coup. c'est ça. Et en plus, ça tombe bien parce que c'est un truc que tu kiffes faire et tout. Et puis, mais généralement, c'est un peu ça. Tu te lances dans un truc, puis ouais, allez, c'est sympa, ça va me faire plaisir, ça va me faire du bien, ça va me permettre d'échanger avec les gens, créer du lien. Et ah, bah tiens, c'est cool en fait.
Si on développait un petit peu plus loin. Trop bien, trop bien. Ok. Est-ce qu'on a eu d'autres déclics, mindset, organisation, est-ce qu'il y a eu d'autres choses où tu t'es dit: «Ah oui, là, ça change tout et j'avais pas pensé à ça avant, par rapport au business»? Bah, il y a vraiment tout ce dont on a parlé tout à l'heure par rapport au rapport aux enfants. Ça, clairement, c'est un énorme déclic, hem, de te dire que tes enfants évoluent, c'est rassurant, que, du coup, ils ont besoin de toi, mais pas de la même façon que quand ils avaient 3 ans, quoi et de poser enfin, j'allais dire de poser plus de limites. D'une certaine façon, oui, poser plus de limites par rapport à eux en leur disant: «Bon, bah, là, je suis dans mon bureau. Quand je suis dans mon bureau, tu viens pas me déranger. Tu respectes le fait que ça, c'est mon temps de travail», même si, typiquement, mon fils, tu vois, il est rentré, le collège, il a fini ses cours, il est à la maison. «Oui, mais moi, je travaille, donc tu viens pas me voir», quoi. Donc, heu, reposer, le cadre, en famille, pour moi, c'était hyper important. Et après, une autre vision aussi, pour moi, enfin, qui est importante pour moi, c'est, je pense que le fait d'avoir des enfants, ça m'a aussi aidé à mettre des limites sur, mon temps professionnel. Enfin, ça marche dans les 2 sens, en fait. C'est-à-dire que, moi, j'ai jamais bossé jusqu'à 5 heures du mat pour mon job, enfin, pour mon entreprise, heu, parce que, bah, dans la maison, il y a d'autres personnes et que, heu, les enfants, ils sauront très bien me dire si je travaille trop, typiquement, tu vois? Et après, il y a tout ce qui est, par exemple, gestion des vacances scolaires. Bon, ben, heu, j'ai quand même toujours le but de profiter de mes enfants, même si je veux développer mon entreprise et donc pendant les vacances, le rythme, il est différent pour moi, suivant si les enfants, ils sont là ou s'ils sont partis chez les grands-parents ou tout ça et je sais que quand je suis en vacances avec les enfants, mon objectif, c'est d'être en vacances, quoi. C'est, de réussir vraiment à faire une coupure, entre les 2 et je sais qu'au moment où j'ai envisagé de me reconvertir, c'est un sujet dont on a beaucoup parlé avec mon mari, de savoir, qu'est-ce qu'on met comme limite et bon, bah, typiquement faire des mariages, ça veut dire bosser le week-end. OK, on accepte de bosser le week-end pour les mariages. Maintenant, je fais en sorte que la majorité de mes rendez-vous avec mes clients, ils se passent pas le week-end. J'accepte forcément que le samedi de mariage soit sur le mariage, mais si c'est pour faire un rendez-vous pour, discuter du DJ, bah, on le fait à un autre moment, quoi. Et justement, petite question curiosité, parce que du coup, l'activité de, enfin, les prestataires de mariage en général, votre saison phare, ça va être l'été, donc entre, on va dire de, allez, mi-avril, début mai jusqu'à septembre-octobre. Comment tu fais pour gérer les vacances scolaires juillet-août, justement, puisque c'est là la période où toi, tu es censé travailler au taquet, quoi. Alors de façon assez paradoxale, mais là aussi, il y a peut-être un petit truc mindset derrière, c'est pas sur juillet et août que j'ai le plus de mariages. Alors, les coachs auraient sûrement des choses à interpréter derrière ça. Toujours est-il qu'en général, moi alors je cale mes vacances en fonction des dates où j'ai pas de mariage, évidemment, mais j'arrive toujours à avoir, 2 week-ends à la suite où j'ai pas de mariage. Après, je fais en sorte que mes enfants, ils soient, en colo ou chez les grands-parents ou occupés pour que, clairement, je pourrais pas gérer 8 semaines de vacances avec les enfants, sur le dos, quoi. Je comprends mieux. Voilà, Mais il y a un après, tu mythe vois, qui a c'est été compliqué. brisé. C'est compliqué parce que d'un côté, tu vois, les enfants, plus ils sont grands et moins ils ont envie enfin, les miens en tout cas, moins ils ont envie de partir pendant les vacances. Et là, tu leur dis: «Mais en fait, moi, je veux que tu partes». Il y a pas de On leur secret, je ferait un travaillerais coucou beaucoup s'ils mieux écoutaient si l'épisode, hein, parce que... Barrez-vous, je veux pas vous voir. OK, ça non, mais marche je donc les aime, oui, hein, mes enfants, vous inquiétez pas, mais hein. oui, mais comme non, mais comme toutes les mamans, on écoute toutes les mamans, c'est, voilà, on dort plus, on se douche plus et cetera, mais c'est un merveilleux cadeau, on les adore. Mais bon, voilà, ça demande de l'énergie et des fois, c'est bien aussi quand ils sont plus grands visiblement de va voir ailleurs si j'y suis, que maman reprenne du temps pour elle. De ce que je comprends des témoignages. Après les mamans me tombaient pas dessus, hein, je suis pas maman, voilà, mais généralement, j'ai un peu ce retour-là quand même, hein. Ah mais Et clairement, tu as et besoin de temps avec les enfants, puis tu as besoin de temps sans les enfants, hein, il y a pas de secret, hein. et pour être plus disponible, du coup, j'imagine et plus, zen et fraîche et dispo pour tes enfants après aussi, quand tu as pris le temps pour Ouais. toi. Tes enfants et ton conjoint, hein, ça marche évidemment avec tout le monde, hein, mais OK.
Trop bien. Donc, pas mal de prise de conscience aussi sur le poser ses limites. Un pour respecter ton perso et un pour respecter ton pro aussi, être capable d'avancer sans négliger l'un ou l'autre, quoi, finalement. Ouais. Ok. Mais poser ses Et limites, ouais, je pense que c'est un sujet qui revient quand même régulièrement. Alors, au fur et à mesure, tu progresses, mais quand tu vois des petites zones de friction, tu te dis: «Ah, ça, on va peut-être redéfinir». Le cadre n'était pas assez clair. Et ça, tu le vois aussi avec tes clients? Est-ce que des fois, tu as l'impression que les limites sont, enfin, que le cadre est pas assez précis et Alors qu'ils ça, essayent de... je le voyais au début. Enfin, clairement, c'était une histoire de posture, de ma posture, hein. Au début, des fois, je me disais: «Mais pourquoi il me demande ça?» Et bon, bah, au fur et à mesure, j'ai clarifié plus les limites, pour dire: «Oui, ça, je le fais, ça, je le fais pas». Et aujourd'hui, avec les clients, aujourd'hui, j'ai plus cette problématique. Donc bah, c'est que ça a évolué. c'est souvent ce qu'on a au début, on n'ose pas dire non, on n'ose pas dire merde, de peur de manquer de clients, de manquer d'argent ou que sais-je. Et en fait, au fur et à mesure, tu te rends compte que toutes les gens à qui t'as pas dit merde, bah, ils te foutent des bâtons dans les roues et c'est pas l'émission où tu t'éclates le plus. Et c'est que comme ça que t'apprends à poser tes limites au fur et à mesure. Ok, moi j'ai une question du coup parce que du coup ça fait 8 ans que t'as à ton compte. Euh, Est-ce que justement tu nous parlais dans les petites questions en introduction qu'il y a eu des moments où tu étais un peu dans le down, etc. Mais que tu n'as jamais voulu arrêter. Qu'est-ce qui t'a drivé justement dans ces moments-là pour persister, continuer? Parce qu'il y en a beaucoup qui auraient pu abandonner, tu vois, se dire bon ben il y a le Covid qui me tombe sur le coin de la gueule, j'arrête tout et basta quoi. Enfin, qu'est-ce qui t'a permis toi de garder justement le cap? Alors, je pense qu'il y a plusieurs trucs. Il y a déjà, mon challenge personnel de dire que je vais pas lâcher tant que j'ai pas réussi. Alors Mais après, qu'est-ce que la chacun définir réussite? voilà, évidemment. Non, mais bon, le jour où vraiment je pourrais, anticiper avec, des mois d'avance, mon chiffre d'affaires et avoir vraiment un chiffre qui soit, fluide sur toute l'année et tout ça, là, je pourrais déjà considérer que j'ai atteint une étape. Je suis proche de l'atteindre, c'est bon. Donc clairement, il y a cet aspect, challenge, il y a pas de raison que j'y arrive pas, donc je continue. Après, il y a plein de biais qui disent que peut-être il y a un moment, il faut que tu apprennes à lâcher, si ça marche pas, faut peut-être arrêter. Je suis consciente de ça aussi. Et non, je pense ce qui m'a fait tenir tout le temps, c'est de voir surtout le retour des clients, de se dire: «Bon, ben, tous mes clients sont hyper satisfaits. C'est quand même que ce que je fais, je le fais bien». Donc après, il y a, heu se rendre compte que gérer une entreprise, c'est pas que faire la partie, opérationnelle de gérer mes clients, qu'il y a tout le reste et que sur tout le reste, il y a des choses à améliorer qui font que, bah, il y aura plus de clients. Enfin, il y aura, plus de visibilité ou plus de clarté dans le message, donc plus de clients et donc plus de chiffre d'affaires. Après, tu vois, je pense que, enfin, ouais, je pense que tout ce qui est organisation d'événements, c'est vraiment un truc, qui me fait kiffer et créer du lien avec les gens. Donc si je devais changer de job aujourd'hui, bah, je pense quand même que je ferais toujours plus ou moins de l'événementiel et que je ferais toujours en sorte de réunir des gens. Donc bon, autant rester là où je suis, c'est pas mal, quoi. Ouais, c'est vraiment la passion du métier en lui-même qui t'a aussi poussé à pas baisser les bras, les retours clients que tu as eu, etc. Enfin, c'est vraiment Mmh. ouais, la flamme qui t'a animé, qui t'a permis de continuer malgré toutes les galères, malgré toutes les, j'imagine, remises en question, les doutes que tu as eus, etc. Ouais, 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 clairement. Mm. Mmh. D'où l'importance d'avoir un why très très puissant, quoi. D'être bien entouré aussi et de parler avec d'autres prestataires de mariage qui vivent des mêmes galères ou d'autres entrepreneurs de façon générale d'ailleurs. Faut savoir que, bah, en fait, tu pas la seule à galérer et d'écouter le podcast de La Loose pour voir que les autres aussi, ils ont des galères. Même pas besoin de tendre la perche, tu l'as prise toute seule comme une grande. C'est ça, trop facile. Mais c'est bien, nos invités, ils nous font notre propre promotion maintenant, c'est parfait, il n'y a plus besoin de... Il n'y a même plus besoin de nous rebondir, c'est bon. Vous avez compris que c'était la ressource indispensable pour se rendre compte que vous n'étiez pas seul avec vos galères. Non, mais après, c'est vrai. Enfin, je pense que c'est hyper important de faire passer ce message-là, quoi, que on n'est pas tout seul à galérer et que ce qu'on voit sur Instagram, c'est pas la vraie vie, en fait. Donc il en manque un gros morceau, quoi. Ouais.
Tu sais, c'est le truc de l'iceberg, là. Toi, tu vois que la surface, et en fait, en dessous, t'as un gros glaçon, là, qui traîne. Le gros C'est le... merdier du dessous. C'est clair. Ou c'est le placard, tu sais, qui est blindé de... Genre, ta maison, elle est toute propre et tout, et en fait, t'as le placard blindé de merde qui est prêt à déborder. Mais ok, très bien. Donc oui, l'entourage, enfin, l'entourage, tu disais, c'est important, voilà, de pas être seul, etc. Justement, je me demandais, parce que si pendant 4-6 ans, finalement, le CA, il a fait un peu des vagues. Financièrement, c'était peut-être un petit peu complexe. Comment ça s'est passé, peut-être avec ton conjoint? Enfin, est-ce que ça, sans forcément rentrer dans le détail, hein, si t'as pas envie, mais est-ce que lui, il était là quand même, voilà, pour te soutenir et ben voilà, t'aider dans cette progression malgré tout? Alors, en fait, il y a un truc qui s'est passé qui était assez, drôle, on va dire. C'est que globalement, quand, on était tous les 2 salariés, on avait à peu près le même salaire et à partir du moment où moi je suis devenue entrepreneur et où mon salaire il a plutôt baissé, le sien il a plutôt augmenté et donc je sais aujourd'hui que, ben, on n'est pas en danger financièrement parce que quoi qu'il arrive, lui il est là. Maintenant pour mon petit ego, j'ai besoin de gagner de l'argent. On va pas se mentir. Après, il y a cette question, enfin, bon, moi j'ai quand même pas mal de copines autour de moi qui sont en plein divorce et je me dis: «Si aujourd'hui on divorçait, bah, je pense que je galérerais quand même pour, subvenir aux besoins de mes enfants». Donc ça, c'est un gros problème pour moi. Et donc c'est aussi un truc qui fait que j'ai besoin de développer mon chiffre d'affaires. Ouais, d'avoir cette indépendance quand même au cas où, enfin, on le souhaite pas, hein, j'espère que tout va bien avec ton conjoint, mais en tout cas, être capable de se dire, quoi qu'il arrive, je suis capable de me gérer et de gérer aussi pour mes enfants, voilà, sans avoir à galérer, comme tu disais, avoir cette Mmh. indépendance-là, en fait, tout simplement financière. Mais après, tu vois, dans notre couple, c'est une question que j'ai posée très souvent, de lui dire: «Non mais c'est sûr que ça te gêne pas que je rapporte pas plus d'argent?» Et enfin, pour moi, c'est un énorme complexe et à chaque fois qu'on en a parlé, pour lui, c'était pas un problème, tu vois? Mais pour autant, ça n'a pas résolu mon problème à moi de: «Non mais tu en es vraiment sûr? Non mais vraiment, tu es sûr?» Ouais, mais d'un côté, tu vois, c'est peut-être pas plus mal parce que ça te pousse à continuer tes efforts justement pour gagner de l'argent, etc. Alors que peut-être dans d'autres cas, t'aurais juste accepté que ton conjoint gagne, enfin, arrive à faire vivre la famille par son revenu à lui, et du coup, ça aurait été un peu comme finalement la problématique que tu as eue quand tu as eu ta fille, donc il y a 8 ans, te dire ben, j'ai envie de passer du temps avec elle, donc je ne travaille pas, et là tu aurais pu te dire aussi ben, mon mari gagne assez, donc j'ai pas besoin de travailler, entre guillemets, ou je fais le strict minimum, et on verra ce qui se passe, tu vois. Donc mine de rien, je trouve que c'est pas trop mal de mettre à mal ton ego pour cette situation, quoi, tu vois. Ouais, ouais, non, moi je pense que c'est hyper important et puis enfin, heu, je pense que peut-être d'autant plus en tant que femme, on n'a pas envie d'être dépendant de quelqu'un, quoi. Enfin, il y a cette valeur profonde de se dire, «Quoi qu'il arrive, je m'en sortirai» et donc oui, je m'en sortirai, c'est un fait. Mais c'est très, très bien. Mais c'est ce qu'on en parle beaucoup dans pas mal d'épisodes où justement il y a ce truc de pas réussir à demander de l'aide, pas vouloir demander de l'aide et justement notamment financière parce qu'il y a alors que ce soit le conjoint ou les parents, et cetera, hein, mais parce qu'il y a ce truc de, je veux y arriver par moi-même, j'ai pas envie d'être dépendante de quelqu'un d'autre, et cetera. Et d'un côté, c'est trop cool parce que, bah, voilà, ça nous pousse à nous battre, à faire les choses pour que, ben, pour qu'on s'en sorte. Et d'un autre côté, des fois, ça fait vraiment un peu égo mal placé. Mais attention, hein, je suis passée par là et j'en suis encore là, hein. Si jamais je dois demander de l'argent, je suis là genre: «Oui, bon, oui, bah, c'est vrai que c'est pas ouf, mais» mais en même temps, cet égo mal placé de dire: «Mais je vais pas demander de l'aide alors que je sais que si vraiment c'est la merde, il y a des gens qui seront vachement contents de m'aider aussi, quoi». Mais on est toujours un peu dans les extrêmes de: «Non, je j'ai pas envie de devenir dépendante, donc des fois, j'ose pas demander», alors qu'en soi, ça veut pas dire que tu vas devenir complètement dépendante et que, voilà, tu te reposeras sur tes lauriers, mais c'est juste, le juste milieu, je pense, peut être pas mal, parfois de: «OK, je peux me reposer un petit peu là-dessus, mais sans, voilà, sans rester là, de façon oisive à attendre qu'on m'entretienne». Bon, j'aimerais bien, hein, pouvoir faire ça, mais bon, on va pas se mentir que
c'est pas l'idéal. Si on était Moi, je crois que millionnaire ou c'est surtout milliardaire. moi, de mon côté, c'est plus mon conjoint qui attend que je l'entretienne plutôt que. C'est ça. Moi aussi. Moi aussi. On en a parlé dans nos épisodes d'ailleurs. Mais un jour, comme tu dis Delphine, je ne doute pas qu'on va y arriver. On pourra entretenir nos conjoints comme ça. Là, on aura vraiment le pouvoir. Là. Yeah. Bon, juste pour recentrer un tout petit peu l'épisode quand même, parce qu'on part un petit peu dans tous les sens. Si tu devais parler justement à une entrepreneur, peu importe son activité, qui galère depuis plusieurs années justement dans le développement de son activité, tout ça, qu'est-ce que tu pourrais lui dire comme conseil, que ce soit d'un point de vue mindset, soit d'un point de vue opérationnel, tu vois, vraiment un truc qui, toi, a été game changer ou qui est vraiment important à tes yeux, qu'est-ce que tu pourrais conseiller à cette personne-là? Alors, je pense qu'en premier, je lui conseillerais de regarder en arrière, en fait, de voir tout ce qu'elle a déjà fait. Après, de prendre aussi des mesures en fonction de ce qu'elle a fait et des résultats que ça a donné, hein, mais de se rendre compte que peut-être les résultats aujourd'hui sont pas à la hauteur, mais en même temps, elle a déjà tellement évolué, elle a déjà fait tellement de trucs que déjà il faut qu'elle se félicite de tout ce qu'elle a déjà fait. Voilà. Après, moi je dirais qu'il y a il y a un truc, je pense que c'est ma vision à moi et peut-être que ça parlera à d'autres personnes, mais c'est que il y a cette phrase là que Aline a dit pas mal ces derniers temps qui est tu peux pas sauter le fossé en faisant des petits pas. Et c'est vrai qu'il y a un moment, quand tu as envie d'aller à un truc, bah, tu sautes puis tu verras bien quoi. Tu arriveras à trouver une solution quand tu auras pas le choix, tu trouveras une solution. Et ça, j'en suis assez convaincue aussi. Il y a un moment, faut y aller et puis heu, on est beaucoup à avoir ce petit syndrome de la bonne élève, de vérifier que tout est bien fait, que tout est parfait. Bon, bah, c'est bon, j'ai bien tout mis en place, donc maintenant je peux y aller. Ou alors, tu y vas et puis, bah, tu t'adapteras et puis, en fait, ça se passera quand même bien. J'aime beaucoup parce que même quand tu planifies, quand tu prépares, quand tu anticipes au maximum, il y a toujours une couille dans le pâté à un moment donné. Donc, vaut mieux te lancer et, on va dire, résoudre les problèmes ou t'adapter sur le chemin plutôt que d'essayer de tout calculer en amont et au final ne jamais te lancer parce que tu seras jamais prête à temps, quoi. Et c'est moi qui dis ça alors que je suis très cartésienne et très organisée. Donc, c'est elle qui se fait de la charité. C'est donc ça le multiverse. Non, c'est que tu me Bah déteins dessus, Clem. Je vais finir coach de vie, les gars. non, Ah mais bah en fait, tu bientôt, vois, hein. c'est par exemple, c'est un truc assez paradoxal, mais moi, je dis à mes mariés que même un mariage hyper bien organisé, il y aura toujours des imprévus. Ce qui pourrait être complètement un contre-argument, tu vois, de dire: «Quoi? Vous allez organiser le truc et il va y avoir des imprévus?» Bah oui, mais en fait, c'est la vraie vie, quoi. Dans la vraie vie, il y a toujours des imprévus. Donc on accepte ça. On fait au mieux pour anticiper tout ce qu'on peut anticiper, OK. Enfin, pour mes mariés, parce que dans mon business, non. Mais on accepte dans le business de plus tout anticiper et d'essayer de vivre, voilà. Mais quoi qu'il arrive, il y aura toujours des imprévus et donc on essaye de cadrer un minimum, mais à un moment, on veut atteindre un objectif et on y va et puis au fur et à mesure, on trouvera des solutions, quoi. Oui, c'est ça, en fait, c'est plus au lieu d'anticiper des choses, déjà c'est fatigant d'anticiper les 8 millions de scénarios qui pourraient arriver, c'est plutôt on se lance et quand je serai face à X scénario, bon bah je chercherai les solutions adaptées à ce scénario. Là, au moins, tu mets ton énergie en fait dans un truc en plus qui est concret, qui est réel, plutôt que dans un truc imaginaire où ah peut-être qu'il va manquer ça et si je fais ça, oh quel enfer. Ah moi j'ai jamais compris, faut vraiment arrêter de faire ça, c'est hyper fatigant, alors ouais, si vous bossez chez Netflix, c'est OK, mais sinon je vois pas l'intérêt, Non, après, c'est une question de dosage, tu vois, c'est un équilibre, c'est comme tout. Tu peux commencer, enfin, tu peux anticiper deux, trois trucs, etc., voilà, mais pas tout non plus, parce que dans tous les cas, ça se passera jamais comme t'as prévu dès le départ. Oui, voilà, un petit aperçu, un petit mais doucement, parce qu'on vous connaît les gens: «Oui, mais ouais, on vous connaît, donc calmez-vous. Lancez-vous, voilà, lancez-vous et après vous verrez. Mettez votre énergie dans les solutions plutôt que dans les pires, problèmes qui pourraient arriver». OK, trop bien. C'est Donc très bon conseil. Très, très bon conseil. Merci beaucoup Delphine. Est-ce qu'il y aurait un dernier truc à rajouter? Ou est-ce qu'on te retrouve quelque part sur les réseaux?
pense qu'il y aurait des milliers d'autres trucs à rajouter, mais il y a un moment, il faut s'arrêter. Ça sera en DM sur Insta, du coup. Yes. Du coup, on me retrouve sur Instagram, Delphine_wedding. C'est là où je suis la plus dispo. Et effectivement, vous pouvez m'envoyer des DM. Et puis, si vous voulez vous marier, vous pouvez m'appeler. Puis, si vous avez des amis qui veulent se marier, vous pouvez leur dire de m'appeler aussi. Ça marche aussi. Et puis, même si vous voulez pas faire appel à quelqu'un, on peut quand même en discuter. Et après, vous ferez appel à elle. Tous les chemins mènent à Delphine. Trop bien. Bah parfait. Merci beaucoup Delphine d'être venue. Merci à vous deux, c'était chouette. Merci pour l'invitation. Si l'épisode t'a plu, partage-le à tes potes en galère et dis-nous qui tu aimerais découvrir sur ce podcast. Nous, on se retrouve la semaine prochaine. Et rappelle-toi, c'est pas parce que t'as la loose que t'auras pas de flouze. #DropTheMic. Mais qu'est-ce que tu fous? T'es encore là?